Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Un sommet en forme de réconciliation. Le président burkinabé Roch Kaboré, tout sourire aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les relations entre les deux pays s'étaient brusquement refroidies après la chute de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina qui vit en exil en Côte d'Ivoire. Ouagadougou et Abidjan veulent désormais aller de l'avant ensemble. Ils sont menacés au Nigeria, les vendeurs ambulants de pop-corn, de films ou encore de boissons fraîches. Le gouvernement de l'État de Lagos vient d'introduire un projet de loi visant à les interdire. Du coup, les vendeurs se mobilisent. En cette période de grave crise économique, c'est un moyen de subsistance essentiel pour une grande partie de la population. Et puis comme tous les jeudis, honneur à la gastronomie africaine. On va en Tunisie ce soir à la redécouverte de la harissa, cette pâte pimentée qui épice les plats dans le monde entier. Nos correspondants vous font faire découvrir la recette ancestrale bien sûr, mais aussi les nouvelles recettes au gingembre ou encore au cumin que les Tunisiens apprécient. C'est théoriquement un rendez-vous annuel entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais ce sommet n'avait plus lieu depuis l'insurrection de 2014. Mais ce jeudi et vendredi, les chefs d'État et les ministres des deux pays sont rassemblés à Yamoussoukro. Au menu, la lutte contre le terrorisme, mais aussi des accords économiques. Une réunion qui sonne en tous les cas la réconciliation entre les deux voisins. Les précisions de notre correspondante en Côte d'Ivoire, Anna Sylvestre-Renner. En coulisses, de hauts responsables des deux pays ne cessaient de le répéter fortement. Terni depuis la chute et l'exil à Abidjan de Blaise Compaoré en octobre 2014, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso devaient désormais au plus vite se réchauffer. Ainsi, les deux présidents se sont à plusieurs reprises montrés côte à côte lors de sommets internationaux et des émissaires ont multiplié les allers-retours. Mais c'est avec la levée du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, suspecté par la justice burkinabé d'avoir joué un rôle dans le putsch manqué de septembre 2015, que le dernier obstacle est tombé. Il fallait absolument trouver une solution politique à ce problème judiciaire, ne cessaient de répéter les diplomates des deux pays au risque de choquer les opinions publiques. Mais les enjeux communs aux deux États sont nombreux. 3 millions de ressortissants burkinabés vivent ici en Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux sont forts et les deux pays partagent désormais une menace. Ouagadougou comme Grand Bassam ont été frappés par un attentat ces derniers mois. Le terrorisme qui sera un des sujets au cœur de cette réunion au sommet de 2 jours à Yamoussoukro. Et Anna Sylvestre-Renner à Abidjan. La Cour constitutionnelle du Gabon a rejeté les recours introduits par des opposants contre la candidature du chef de l'État, Ali Bongo, à la présidentielle. 3 des principaux candidats de l'opposition à l'élection du 27 août prochain avaient saisi la Cour le 18 juillet afin de faire invalider la candidature du président sortant, qu'ils accusent d'inéligibilité en raison de son acte de naissance. Ces détracteurs affirment en effet que le dirigeant gabonais élu en 2009 à la mort de son père est un enfant nigérian adopté et qu'il a falsifié son acte de naissance. Au Zimbabwe, la réponse du président Mugabe à ses détracteurs, alors que la guerre de succession fait rage au sein même de son propre camp. Le chef de l'État, âgé de 92 ans, a décidé de limoger 2 responsables de l'association des anciens combattants de la lutte pour l'indépendance, qui avaient osé le critiquer. Lors d'un meeting à Harare, le chef de l'État a voulu marquer son territoire. Écoutez. This is me. Me voici, et je compte encore rester aux côtés de mon peuple pendant longtemps, pendant très longtemps. Et à ceux qui ne m'aiment pas, je leur dis, eh bien, c'est votre problème. Moi, ça m'est égal. Un dernier hommage a été rendu à la légende du football nigérian, Stephen Keshi, décédé le mois dernier. Les funérailles de l'ancien capitaine du Nigeria ont eu lieu à Benin City ce jeudi. Stephen Keshi est l'une de 2 seules personnes à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Adulé dans toute l'Afrique, Stephen Keshi a également été le sélectionneur du Mali et du Togo.
Au Nigeria, toujours une mesure qui inquiète les défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement de l'État de Lagos vient d'introduire un projet de loi visant à interdire les vendeurs ambulants. Pour les plus démunis, ce commerce parallèle était pourtant l'un des seuls moyens de survivre, et particulièrement en cette période de crise économique que traverse le pays. Le récit de Salima Belhadj. Chaque matin, Biliki prépare des petits sachets de pop-corn, vendus 15 centimes d'euros l'unité dans les rues de Lagos. Mais son commerce est désormais menacé. Une loi, introduite par le gouverneur de la ville, interdit désormais aux vendeurs ambulants d'exercer. Je demande au gouvernement de nous laisser faire notre petit commerce dans la rue. C'est le seul moyen de nourrir notre famille et nous n'avons pas d'argent pour louer un magasin. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons des diplômes. La plupart d'entre nous sont formés dans un domaine. Fruits, films ou encore boissons fraîches, les colporteurs se faufilent dans les embouteillages monstres de Lagos, centre névralgique de la première puissance économique d'Afrique, en proie à une crise économique sans précédent liée à la chute des cours du pétrole et une inflation galopante. Selon le FMI, le Nigeria devrait même entrer en récession cette année. Si la loi devait être appliquée, beaucoup à Lagos perdraient alors leur seul moyen de subsistance. Quelle est l'alternative? L'alternative sera la criminalité et le gouvernement va continuer à dépenser de l'argent pour la sécurité et le renforcement des unités. Cette loi n'a aucun bénéfice pour la société. Une mesure justifiée par l'État de Lagos pour éviter les accidents et prévenir les vols à la tire. Les vendeurs ambulants risquent désormais jusqu'à 6 mois de prison et 270 € d'amende. Mais avec plus de la moitié de la population vivant avec moins d'1 euro par jour et près d'un jeune diplômé sur 200 emplois, beaucoup pourraient prendre le risque. Au Libéria, des milliers de personnes ont vu leur maison emportée par les eaux à West Point, le plus grand bidonville de Monrovia. À l'origine, la montée du niveau de la mer qui ronge voracement les côtes de la capitale libérienne. C'est un récit signé Doria Laïb. Il a survécu aux guerres civiles et à Ebola. Le township de West Point au Libéria est cette fois-ci sur le point de céder à la furie de la mer. Depuis 2 ans, les vagues engloutissent une à une les maisons souvent faites de matériaux de récupération. 90 000 personnes vivent dans une extrême pauvreté dans ce quartier, luttant chaque jour contre cette montée des eaux. Ça arrive n'importe quand, parfois à 5 h du matin, parfois à 2 h du matin, quand vous êtes en train de dormir. Les vagues arrivent directement en haut de la maison et avant de retrouver ces esprits, parce que tout le monde est confus, vous êtes entouré d'eau. Depuis novembre 2014, près de 4000 habitants ont été privés de leur domicile. Face à la catastrophe, le gouvernement a décidé de reloger provisoirement et à la hâte les sinistrés dans ces maisons en tôle, loin des côtes. À la suite de ce désastre, nous avons, avec les victimes, informé les services du président que notre commune était dans un état critique. Les gens dormaient à l'extérieur, dans le marché et dans les écoles. D'après les associations de victimes, 1,5 million de dollars seraient nécessaires pour la construction de logements permanents. Une somme énorme pour le maigre budget du Libéria. Notre série gastronomique de l'été nous emmène en Tunisie ce soir, le berceau de la harissa, cette pâte de piment rouge dont on raffole bien au-delà de ses frontières. En Tunisie, la harissa est la spécialité nationale dégustée avec tous les plats locaux. Mais de nouvelles recettes font leur apparition. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Sandro Lutiens et Hamdi Tlili. C'est le branle-bas de combat dans la cuisine de ce grand restaurant tunisois. Au fourneau, le chef Mounir Harem et son équipe concoctent, mijotent et font frire les plats. Des plats de qualité et typiquement tunisiens. Donc là, c'est le poulpe en camerounais. C'est un ragoût de la région de Sfax. Avant de servir, le chef rajoute encore la dernière touche indispensable. Alors là, on va rajouter de la harissa. On en rajoute à toutes les sauces. On n'arrive pas à manger si c'est pas piquant. C'est fade. Donc en Tunisie, on mange vraiment piquanté. Mais avant d'atterrir dans les assiettes, la harissa vient d'ici, les plaines de la région du Cap-Bon. Mi-juillet, c'est le début de la récolte des piments rouges. Pour le producteur et créateur Imed Atig, une vraie partie de plaisir. C'est un piment de qualité extraordinaire, un piment d'une variété fixée et pour préparer vraiment de l'harissa de très bonne qualité. Dans l'étape dite du cordage, les ouvrières tressent des guirlandes de piments.
pour ensuite les accrocher au soleil. Une fois séchés, les piments sont hachés avec de l'ail et du sel. Et ici, ça se fait manuellement, à la force du bras. Maintenant, on va parler d'une harissa revisitée. Il y a des doses précises. Si on va parfumer de l'harissa classique, on va le parfumer par exemple avec du cumin. On peut ajouter aussi une dose plus ou moins différente pour le gingembre, pour le thym ou le romarin. Avec ces nouvelles recettes, Imed tente de mettre en valeur la harissa made in Tunisie. Son prochain objectif, obtenir une appellation d'origine contrôlée pour la harissa et la faire inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique, une édition que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous, l'information continue dans un instant.